Salut les sportifs. Certaines et certains des sportifs que j'ai eu la chance de recevoir ont fait le choix de faire confiance à Aubaine pour les aider à financer leur carrière. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le cas de l'invité de cet épisode. Alors Aubaine, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, lors d'un passage à Paris, et plus particulièrement au tremplin by Paris & Co, j'ai eu la chance de rencontrer Paul et Clément, les fondateurs de la plateforme, pour leur poser la question. Salut les gars. Salut Hermano. Alors, en quelques mots, Aubaine, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Donc Aubaine, c'est une plateforme qui permet aux athlètes de trouver une nouvelle source de revenus en partageant des contenus à leur communauté sous forme d'abonnement. Aujourd'hui sur la plateforme, il y a une vingtaine d'athlètes. Si vous souhaitez soutenir l'un d'entre eux, ça se passe donc sur aubaine.fr, obaine.fr. Et à partir de combien on peut soutenir un athlète ou une athlète ? C'est donc à partir de 5,99€ par mois ou 60€ par an. Super, et merci beaucoup les gars, on vous souhaite une bonne continuation. C'est parti pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci Hermano, bon épisode. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va plonger dans l'intimité de l'histoire d'un sportif de haut niveau. Et quand je dis plonger, je suis sérieux, je suis sincère. On va parler avec celui qui est champion de France d'apnée en profondeur, en grande profondeur. On va parler avec Mathieu Marayo, qui a aussi un très beau palmarès à l'international, mais il va nous expliquer tout ça. Tout d'abord, salut Mathieu. Salut Hermano, salut à tous, merci de me recevoir. Voilà, que de sérénité. Alors on se connaît déjà avec Mathieu, pour être transparent, et en off, en prenant le call, il m'a appelé par mon petit surnom, Mano. Ça me fait tout bizarre là quand tu me dis salut Hermano. Salut Hermano. Mais je prends quand même. Un peu de sérieux. Ouais, exactement. On est là pour parler de toi, on est là pour parler de ton histoire, on est là pour parler aussi d'un sujet qui fâche un peu et qui moi me rend fou, c'est le financement des carrières de sportifs de haut niveau, surtout quand c'est pas des sports olympiques. Donc on va parler de tout ça. Ce que je te propose, avec beaucoup de sérieux, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Mathieu Marayo? Ok, et écoute, pour faire simple, je m'appelle Mathieu Marayo, j'ai 36 ans et comme tu l'as dit, donc on va plonger en profondeur parce que je suis apnéiste et ça fait une bonne dizaine d'années que je pratique. J'ai commencé aux Philippines en fait, à la suite d'un travail que j'avais, qui était pompier de Paris. Et en fait, j'ai quitté les pompiers de Paris en fait pour me lancer à fond dans l'aventure apnée. Il y a 10 ans maintenant. Ça m'a emmené dans beaucoup d'endroits dans le monde. Dans un premier temps, j'étais parti en Asie. Après, je suis parti. Je vais pas donner toutes les destinations, mais en gros, je parcours un petit peu le monde depuis
cette dernière décennie pour l'apnée, pour m'entraîner, pour participer à des compétitions internationales et voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Tu te souviens, la première fois qu'on s'est vu, t'avais même pas 18 ans encore, et ton rêve justement, c'était d'intégrer les pompiers de Paris. On s'était retrouvés sur une la cyclo des copains en Auvergne, où j'avais à la base roulé avec ton père, qui était mon patron à l'époque, et qui avait dit je vais ramener mon fils, il faut aussi un petit peu de vélo, un petit peu de sport. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis après avoir roulé, on a été un petit peu se baigner, et là je me suis dit non, ce mec est pas que cycliste, il est aussi un très grand nageur. Et tu me disais que justement ton rêve c'était les pompiers de Paris. Qu'est-ce qui fait que ton rêve à 18 ans c'était ça? T'as bossé un peu en tant que pompier de Paris, et puis après t'as switché sur un autre rêve qui est l'apnée. Alors en fait, il faut savoir ce que j'avais déjà en tête avant d'intégrer les pompiers de Paris, c'était d'intégrer la spécialité aquatique. Donc déjà, en fait moi depuis que je suis gamin, la dimension aquatique, elle a toujours occupé une place très importante dans ma vie, que ce soit sur le plan sportif, professionnel, etc. Ça a été mon élément de base. Donc les pompiers de Paris, moi c'était donc effectivement c'était un rêve à l'époque, mais je l'ai pas fait dans le but d'intervenir forcément dans les incendies comme on peut l'imaginer. Moi j'avais déjà en tête d'intégrer cette fameuse unité spécialisée en intervention aquatique, et c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis parti au bout de 2 ans et demi passer en ce qu'on appelle en compagnie d'incendie. J'ai ensuite passé les tests de sélection pour devenir sauveteur, et j'ai intégré ensuite la caserne de la Monnaie, qui est l'une des casernes les plus atypiques en France, puisque c'est une péniche qui est à quai en plein cœur de Paris, et du coup en fait pendant les 2 autres années et demie qui ont suivi, mon poste était de secourir les personnes en danger qui tombent dans l'eau. Après voilà, tout ce qui a trait aux interventions pompiers, ça peut être des suicides, ça peut être des accidents sur les voies sur berge, etc. Donc voilà, c'était ça un petit peu le lancement, le point de départ de l'apnée. Avant de commencer à voyager, j'avais déjà goûté un petit peu à tout ça, mais dans un côté un peu plus glauque que ce que je peux le vivre aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Surtout que j'ai pas l'habitude de le demander, mais toi, tu es d'origine de la région parisienne. Alors, on l'aura compris, comme moi. De toute façon, il paraît qu'on est super nombreux partout. On a des origines italiennes, de par notre nom, ça s'entend. Mais toi, t'as grandi à Paris. C'est vrai qu'à Paris, au bord de l'eau, la mer bleue, le lagon, tout ça. C'est pour ça que t'étais proche de l'élément aquatique. C'est pour ça que t'as voulu être sapeur-pompier de Paris dans le milieu aquatique. Non, en fait, ça a été un concours de circonstances. À la base, j'avais postulé pour être à Marseille, donc je voulais déjà me rapprocher un peu plus de la Méditerranée, mais je sais pas, je pense que sur mon dossier, ils ont vu un Parisien arriver à Marseille, ça leur a pas trop plu. Du coup, j'ai même pas passé la porte des sélections, et je me suis dit bon écoute, si c'est comme ça, tant pis. C'est que j'étais fait plus pour être pour la brigade, donc je vais aller à fond pour la brigade, et puis voilà quoi. Mais ça a été 5 années d'expérience de vie qui ont été vraiment formidables. J'en garde un souvenir mémorable. C'était vraiment très formateur. On l'a pas forcément dit, mais en fait, en France, dans les pompiers, on a les pompiers volontaires, on a les pompiers professionnels, pour qui le job c'est d'être pompier au quotidien, et puis on a les militaires qui sont encore plus professionnels que les autres, et ça c'est les pompiers de Paris et les pompiers de Marseille. Ouais, tout à fait. Moi j'avais cette fameuse double casquette, et en fait avant de devenir pompier, j'ai fait mes classes comme un militaire, on va dire lambda, comme ce que a pu faire les personnes qui ont connu le service militaire à l'époque. Donc j'ai commencé par marcher au pas, chanter en marchant au pas, le lit au carré, etc. Donc avec un degré d'exigence qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on peut retrouver chez les pompiers pros.
Néanmoins, le métier reste le même. La petite particularité à Paris, c'est que on a quand même tendance à décaler beaucoup plus. Donc on a un nombre d'interventions à l'année qui est beaucoup plus important que dans une caserne, on va dire lambda, avec un nombre d'interventions qui est vraiment très élevé, un rythme très effréné et un nombre de gardes au mois qui est plus importante qu'un sapeur professionnel. C'est pas forcément le sujet, on va pas rentrer trop non plus dans les différences de pompiers volontaires, pompiers pro, etc. Mais je trouvais que c'était important de le dire, de le signifier pour planter un petit peu le décor et savoir un petit peu qui on a en face du micro. Ce n'est pas que un sportif, ce n'est pas que quelqu'un qui s'est engagé pour être pompier, c'est aussi un militaire, c'est aussi quelqu'un qui connaît la rigueur, la résilience et puis aussi l'ordre et savoir répondre aux ordres qu'on te donne sans broncher. Ça fait partie aussi du métier qu'on vous apprend quand vous commencez à devenir pompier en passant par la case militaire. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et surtout dans un métier aussi exigeant, il y a une hiérarchie qui est très très en place, qui est super importante pour agir le moment venu, pour les interventions, parce qu'il faut chacun à sa place, chacun a un rôle bien spécifique et ça fait partie ça fait partie de la hiérarchie, ça fait partie de l'organisation et c'est des choses qui sont inculquées très très tôt dans la carrière, quoi. Tiens, on n'est pas revenu justement sur ton histoire, le tout début. J'ai pas envie de te demander quel est ton premier souvenir de sport, mais plutôt, qu'est-ce que ça représente pour toi, le sport, à ton plus jeune âge ? Qui t'a montré la voie ? Comment est-ce que t'es devenu sportif ? Par quel sport t'as commencé ? Enfin, tu vois, c'est un peu un melting pot de toutes ces questions-là que j'aimerais te poser en même temps. Ouais. Le sport, ça fait partie de ma vie depuis que je suis gamin. Le sport, la natation, ça a été le premier sport que j'ai pratiqué. J'ai appris à nager très très tôt. Mes parents me disent que j'ai commencé à nager, je pense, entre 3 et 4 ans. Et même déjà avant de savoir nager, j'avais la fâcheuse tendance à sauter dans le grand bain sans mes brassards, sans rien du tout, parce que j'adorais. Je confirme, je le dis, quand on s'est rencontrés quand t'avais 18 ans, on avait à peine fini la cyclo, t'as plongé dans le grand bain. Bon, à ce moment-là, tu savais nager, mais... Ouais. Mais du coup, l'élément aquatique, c'est un petit peu, c'est plus le côté de ma mère. Quand elle m'attendait, quand elle était enceinte de moi, elle allait à la piscine très régulièrement et elle me disait que les petites mamies qui étaient là, elles disaient vous allez en faire un nageur. Et puis bon, ça a pas loupé. J'ai intégré un club de natation très très tôt. J'ai fait de la compétition très très tôt. Donc j'ai eu cet esprit de compétiteur qui arrivait vraiment naturellement et de manière très très naturelle. Mes parents m'ont jamais vraiment poussé à la compétition, mais c'est quelque chose vers quoi je me suis tourné un peu tout seul naturellement et voilà, ça a été un peu mes premières armes dans la natation. Et puis après comme tu le disais, on s'est connus sur une cyclo. Moi j'ai fait beaucoup de vélo aussi avec mon père et c'est au travers de ces deux sports que j'ai beaucoup évolué, que j'ai beaucoup grandi et qui sont selon moi très complémentaires d'un point de vue physique et d'un point de vue mental. Moi je me revois toujours en vélo avec mon père et de voir un petit peu la persévérance qu'il faut pour avancer en vélo, quoi, tout simplement, parce que si t'arrêtes de pédaler, tu tombes, et en natation, si t'arrêtes de nager, tu coules. Donc c'est un petit peu, tu vois, c'est au travers de ça que j'ai évolué, et il y a une espèce de persévérance, une espèce d'état d'esprit, de combativité que j'ai un petit peu développé sans forcément m'en rendre compte à l'époque, mais qui au fur et à mesure des années on fait ce que je suis devenu aujourd'hui, quoi. Ouais, et encore plus, petit coucou, petit hommage à ton papa. C'est quelqu'un qui, je pense, ne te faisait pas de cadeau quand vous alliez rouler. Il partait devant et puis tu devais l'accrocher. Et je pense que ça aussi, alors c'est très bête, surtout quand on est parent, mais je pense que c'est très formateur aussi quand c'est fait avec bienveillance et que c'est pas juste, tiens, on balance le petit dans l'eau ou prends ton vélo et puis essaye de suivre papa. Là, on sentait que c'était vraiment...
Puis moi, il y avait une certaine fierté aussi à partir avec lui, à tenir sa roue. Je me rappellerai toujours d'une sortie où je double un mec, tu vois, où j'étais encore un préado, je sais pas, je devais avoir 14 ou 15 ans, et je le double dans une bosse. Et moi, sans m'en rendre compte, en fait, le gars, il m'avait suivi, et je me retourne en pensant que c'était mon père, et je lui dis t'as vu papa comment je l'ai cramé et tout. Et en fait, le gars, il était encore derrière, il était mort de rire. Il dit ouais, tu m'as bien cramé et tout, c'était cool. Et c'est des super souvenirs. Et puis voilà, on a fait plusieurs courses ensemble, les copains, on a fait une étape du Tour, etc. Donc ça a été ça a été pour moi le sport un peu l'école de la vie. Et puis quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, etc. Moi, j'ai jamais été très doué à l'école entre guillemets, où j'avais eu du mal à trouver ma place en fait. Et le sport, ça a été vraiment un exutoire. C'était vraiment la discipline dans laquelle j'excellais. Mais bon, malheureusement en France, on donne peu de place aux gamins qui réussissent sportivement à l'école. On est plutôt tablé sur les résultats des maths, du français, etc. Je dis pas que c'est pas important, hein, loin de là, mais je trouve ça dommage en fait de se dire que bon voilà, un gamin qui a un potentiel énorme en sport, qui réussit, qui a quelque chose, on lui donne pas d'autres opportunités, quoi. Voilà, c'est peut-être l'objet d'une autre discussion. Ouais, non mais c'est clair. Je suis pas certain que ce podcast aurait la même raison de vivre aux États-Unis, parce que pour ne citer par exemple que les États-Unis, c'est vrai que tu peux très bien performer à l'école et en études supérieures si tu travailles dur, si tu travailles bien, tu es intelligent, même s'il y a plusieurs formes d'intelligence à mon sens, mais aussi si tu as d'autres capacités. On parle du sport, mais on peut aussi parler des arts, on peut aussi parler d'autres choses. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous manque un peu en France, même si, et rendons quand même à César ce qui lui appartient, on est quand même aussi très fort pour ce qui concerne le double projet. Quand on est sportif ou sportif de haut niveau et qu'on a un double projet professionnel ou d'études, là on est parfois assez bon pour aider les sportifs. Parfois. Sinon, j'aurais peut-être pas tout ce monde-là à mon micro aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc toi, pas mal de sport, tu commences par la natation, après tu fais pas mal de vélo, notamment avec ton papa, et puis après tu fais les sélections pour les sapeurs-pompiers de Marseille. Bon, t'as même pas passé la part des sélections, tu fais les sélections pour les sapeurs-pompiers de Paris, tu fais tes classes, t'intègres les sapeurs-pompiers de Paris, 2 ans et demi à être à la brigade, après 2 ans et demi où tu nous dis que t'as pu intégrer la section aquatique, voire même subaquatique. Qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 2 ans et demi là? Est-ce que t'es en fin de contrat et donc tu te dis je vais faire autre chose, ou c'est toi qui claques la porte pour justement faire autre chose? Non, en fait, c'est un contrat avec l'armée de terre, donc c'est un contrat de 5 ans. Et à la fin de ce contrat, moi, je me vois pas renouveler. J'aspire à autre chose. Et en parallèle des pompiers, j'avais quand même pas mal de temps de repos. On appelle ça les permissions. Donc pendant ces semaines-là, je voyageais beaucoup, notamment aux Philippines, etc. Et en fait, pendant que j'étais pompier, lors d'un voyage à Bali, je fais mon premier niveau en apnée. Un petit peu les niveaux que tu peux imaginer en plongée bouteille. Il y a des écoles maintenant qui font la même chose mais en apnée. Et du coup, arrivé à Bali, je passe mon premier niveau, et là c'est un peu la révélation, parce que j'avais déjà en tête de quitter la brigade et de devenir moniteur de plongée bouteille. Et en fait, quand j'ai découvert l'apnée, ça a été vraiment, je me suis dit en fait, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Ça m'a tellement bouleversé. Ça a été un chamboulement d'émotions, de sentiments, de bien-être tellement indescriptible. J'ai voulu en faire ma vie, quoi. Ça a été vraiment ça le déclic. Et ça a fait un petit peu rappel à ce que j'avais découvert quand j'étais gamin, tu vois, en regardant Le Grand Bleu. Ça a été aussi, je pense, un peu, ça m'a un peu dirigé aussi dans cette voie. Quand j'avais, je sais pas, 5-6 ans, je rentrais de l'école et je regardais en boucle le Grand Bleu, tu vois. Et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, est reculé, est parti un petit peu dans un coin de ma tête où j'y pensais plus vraiment. Et le jour où j'ai redécouvert
ça à Bali, et en fait ça a complètement fait sens. Et je me suis dit, en fait, quand je suis rentré à Paris, je me suis dit, il me reste 1 an de pompier. Après ces 1 an, je veux tout quitter et partir à l'aventure et donner corps et âme pour l'apnée, quoi. Donc c'est parti de là, en fait. Alors c'est parti de là. Alors déjà tout plaquer et partir se lancer dans une nouvelle vie, ok. C'était déjà un sacré challenge. À ce moment-là, est-ce que tu as déjà des rêves, des velléités de professionnalisme dans la discipline, ou tu dis juste je veux vivre de l'apnée, je vais aller ouvrir une école ou je vais aller bosser dans une école et puis je vais enseigner au plus grand nombre? C'est quoi ce que tu te dis à ce moment-là? Exactement. En fait, c'était au début, j'aspirais pas à forcément aller faire de la compétition et je pensais pas du tout à un jour arriver au niveau que j'ai aujourd'hui. Moi, ce que je voulais, c'était y aller, passer mes niveaux, devenir instructeur d'apnée, potentiellement ouvrir une école un jour, mais encore c'était pas forcément l'idée. C'était moi j'avais envie de voyager, j'avais envie d'avoir un job sympa, d'enseigner l'apnée, partager un peu ma passion, et puis rouler comme ça, tu vois. Donc et c'est dans cet objectif-là que je suis parti pour devenir instructeur d'apnée et enseigner, tout simplement. Et en fait, plus j'ai pratiqué et plus je me suis laissé prendre au jeu, en fait, de la profondeur. Je me rappelle quand je suis arrivé aux Philippines, donc c'était en 2013, pour valider le niveau d'instructeur d'apnée, il fallait plonger à 40 mètres de profondeur. Donc voilà, moi ça a été mon premier objectif. Je dis bon allez, ok, on va faire 40 mètres. Ça m'a pas pris trop de temps. Je crois qu'en l'espace d'un mois de pratique, j'étais arrivé à 40 mètres. Et en fait, en arrivant à 40 mètres, je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer à aller profond, que j'avais une certaine forme de facilité, c'est-à-dire que, tu vois, on parle souvent de la compensation des oreilles en apnée, c'est un peu compliqué, etc. Moi, j'ai jamais eu trop de soucis avec les oreilles. Mentalement, je pense que j'étais assez fort, de par aussi mon histoire de pompier, etc. Donc, mentalement, j'avais pas trop d'appréhension, si tu veux, parce qu'on peut aussi avoir peur de la profondeur, c'est ce qui peut être totalement normal et logique. Et en fait, moi, j'avais un petit peu tous les voyants au vert et je me suis dit bon, et puis j'avais surtout cette envie, tu vois, cette envie irrésistible d'aller taquiner des profondeurs, et dès que je passais une dizaine, je me disais bon allez, maintenant pourquoi pas aller toucher les 50 mètres, quoi. Et puis en fait, je me suis pris au jeu. Ça a été un peu un challenge personnel où j'avais envie d'explorer un petit peu mes limites, voir ce qui était possible de faire. Et très vite, j'ai pensé à la compétition. Voilà. Et voilà, et on y est, on est 10 ans plus tard. Alors on va pas revenir un petit peu sur toute l'histoire. Non. Peut-être pour replanter un peu le décor. Dans l'apnée, il y a plusieurs disciplines. Très rapidement, tu peux faire une overview de ces différentes disciplines pour que nos auditrices et nos auditeurs sachent à peu près de quoi on parle. Bien sûr. Alors moi j'évolue dans l'apnée verticale, donc l'apnée en profondeur. L'apnée en profondeur, on peut la diviser en 4 disciplines, et les disciplines en fait, ça va être les moyens de propulsion qui vont différer. Donc moi par exemple, ma spécialité c'est le poids constant en monopalme. Donc je me déplace, je descends et je remonte à l'aide de la monopalme. Ensuite, tu as le poids constant en bipalme. Donc c'est le classique, comme le chasseur ou celui qui veut aller voir les poissons avec une paire de palmes, tout simplement. Ensuite, on a le poids constant sans palme. Donc là, c'est un petit peu une forme de brasse revisitée pour descendre en profondeur. C'est la discipline la plus difficile parce que on n'utilise pas du tout de matériel. Donc les profondeurs sont un peu moindres, sont carrément moins importantes dans cette discipline. Et la dernière, ce sera l'immersion libre, mais là pour le coup on porte pas de palme, on se déplace en se tractant le long d'une corde. Voilà, donc à la descente et à la remontée, là ça fait des temps d'apnée qui sont plus longs parce que on se déplace moins vite. Donc ça c'est pour la partie profondeur, et après on évolue un petit peu de la même façon en piscine.
Donc en piscine, un apnée horizontale. Donc là, le but est de faire la plus longue distance. Donc toujours avec monopalme, bipalme, sans palme. On n'a pas l'immersion libre, on n'a pas la corde à l'horizontale. Et la dernière discipline en piscine, qui est même une discipline à part en elle-même, c'est la statique. Donc là, c'est le but du jeu, c'est le temps. Donc celui qui gagne, c'est celui qui tient le plus longtemps, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un jeu très très mental. Ouais, et puis tu parlais tout à l'heure du Grand Bleu. Il y avait aussi cette autre discipline qui n'existe plus, je crois, où on descendait avec un poids. Donc on était accroché à un poids, on descendait, puis après on remontait avec le plongeur de sécurité qui était en bas, là où on a atteint la profondeur qu'on avait annoncée, qui gonflait le ballon. Et puis après, bon, pour ceux qui ont fait de l'apnée ou de la plongée, P1, V1, ILP2, V2, avec l'air, ça remontait, puis ça nous retractait vers le haut. C'est ça ? C'est ça. Ouais, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le no limit. Et c'est une discipline en fait qui n'a jamais été pratiquée en compétition, comme à l'inverse de ce qu'on peut voir dans le Grand Bleu. Ça a été une discipline qui a été utilisée surtout pour battre des records. Donc le record dans cette discipline, c'est 214 mètres de profondeur. Parce que justement 214 mètres. Combien de barres à 214 mètres pour ceux qui n'ont pas fait de la plongée avant? 22. Ouais, 22. Si 22. Je me souviens bien de mes cours de plongée, c'est 1 bar tous les 10 mètres. Donc ouais, c'est ça, 22 bars. Moi là où je vais, j'ai 11, presque 12 bars. Donc tu rajoutes encore 10 barres. C'est ça, un truc de dingue. Pour ceux qui se rendent pas compte, dans les pneus, on met 2 barres. Dans les pneus de la voiture, 2 barres 5. Bon, c'est pas non plus les mêmes circonstances, mais voilà, c'est 10 fois plus que la pression qu'on peut trouver dans un pneu de voiture. Et essayez de taper dans un pneu de voiture, vous allez voir à quel point c'est dur. Donc imaginez avoir ça tout autour de vous, parce qu'en fait, quand on est dans l'eau, on sent pas. Quand on descend, déjà, il faut descendre au-delà de 10, 15, 20 mètres pour commencer à sentir un petit peu la pression qui s'abat sur nous, hormis les oreilles qui commencent à bourdonner, et si on ne sait pas compenser, c'est un peu compliqué, mais on ne sent pas forcément toute cette pression qui nous écrase, mais quand on arrive aux 40 mètres, enfin, c'est quoi, c'est à partir de 30-40 mètres qu'on commence à descendre tout seul, même en monopalme ou en bipalme. Même un petit peu avant, en fait, déjà à 10 mètres, tu as déjà doublé de pression. Et après, tous les 10 mètres, tu prends un bar, mais tu peux commencer déjà à couler à 10-15 mètres en fonction de ton corps, mais la pression que tu parles, c'est par exemple moi là où je vais, il y a 11 bars de pression. C'est comme si tu mettais 11 kilos par centimètre carré sur ton corps. Donc ça vraiment ça vient te compresser, et ça a un impact énorme surtout sur tout ce qui est pulmonaire. Sur tous les volumes, en fait, les volumes creux, donc au niveau de l'oreille interne, au niveau des sinus, au niveau des poumons, ça diminue en fait la taille, parce que plus la pression augmente et plus le volume diminue, proportionnellement inversé. Et arrivé en bas, j'ai les poumons qui font la taille d'une petite orange, si tu veux. Donc c'est Bon, on rassure les auditeurs et les auditrices, ça c'est le jeu de la variation de pression et des volumes. Par contre, quand tu remontes, forcément les volumes, la pression diminuant, les volumes augmentent, et donc quand tu sors de l'eau, t'as pas un poumon qui fait la taille d'une noix, hein, t'as bien récupéré la taille de tes poumons. Ça récupère. Et je précise aussi que c'est pas douloureux, parce que expliqué comme ça, t'as l'impression que tu te fais écraser par un 38 tonnes, mais il faut savoir que bon, je vais pas trop le développer, mais il y a beaucoup de mécanismes liés en fait à la pression, des mécanismes physiologiques qui font que mon corps en fait accepte cette pression de manière complètement naturelle en fait. Parce qu'on a tous en nous des réflexes qu'on appelle le réflexe d'immersion, qui sont des réflexes archaïques, qui sont là pour nous protéger, et qui sont des réflexes qu'on a en commun avec tous les mammifères marins. Donc voilà, pour la petite aparté, vous inquiétez pas, je suis pas suicidaire, je vais pas au fond et je ressens aucune douleur quand j'y vais. Non, tu ressens aucune douleur. Par contre, et ça c'est des échanges que j'ai eu aussi avec d'autres apnéistes, et ce qui ressort notamment quand on se renseigne un petit peu, ce qui est entre guillemets douloureux, c'est cette envie de respirer. Comment est-ce que tu luttes contre ça ? Alors, il faut savoir que quand tu descends en profondeur, t'as une grosse bradycardie, donc le cœur qui ralentit, et t'as les vaisseaux en fait des bras et des jambes qui se rétrécissent pour venir innerver toute la partie pulmonaire, la partie du cerveau et la partie du cœur. Et en fait, surtout au niveau des poumons, ça vient englober les poumons pour les protéger de cette fameuse dépression.
Donc en fait, on a tout un tas de mécanismes qui font que on n'a pas forcément envie de respirer. On a beaucoup plus envie de respirer en piscine, tu vois, où ces réflexes-là sont pas présents, ou en tout cas beaucoup moins. On n'a pas tout ce qui est le réflexe d'immersion, etc. Mais en termes de physiologie, c'est beaucoup moins présent. Donc on a beaucoup plus envie de respirer. Sous l'eau en profondeur, moi, j'ai quasiment pas envie de respirer en fait. Voilà. Donc soit je m'en rappelle pas, soit soit je suis trop pété pour m'en rendre compte, mais en gros l'envie de respirer, moi c'est pas quelque chose qui va me bloquer, en tout cas c'est pas quelque chose qui me fait peur quand je descends. Qu'est-ce qui te fait peur justement quand tu descends? Est-ce que c'est la descente? C'est le fait de rester au milieu, en bas? On le voit dans le Grand Bleu par exemple, pour reprendre cette référence-là, avec un Jacques Mayol ou un Enzo Molinari qui ont qu'une envie, c'est de rester au fond en fait. Ouais. Ou est-ce que c'est la remontée? Ou est-ce que c'est le fait de ressortir? Qu'est-ce que tu ressens quand t'es en bas? Il y a plein de questions, hein, mais c'est pour te guider aussi, puis c'est parce que c'est ma spécialité de poser plein de questions. Ouais, t'inquiète, il y a pas de souci. Alors déjà, dans un premier temps, je voudrais dire que j'ai jamais eu envie de rester en bas. C'est un peu l'image qu'on se fait des apnéistes, un petit peu suicidaires, les mecs qui descendent pour aller voir des sirènes ou rester au fond avec les dauphins. Moi, ça n'a jamais été le cas et je connais aucun apnéiste qui m'a déjà dit ça. Parce que on est avant tout des terriens et qu'on sait d'où on vient et que en fait cette sensation là qu'on vit sous l'eau, elle est tellement forte, elle est tellement belle qu'on a envie de la revivre et c'est pas en restant en bas qu'on va la revivre. Donc voilà, je voudrais vraiment clarifier ça. On n'est pas des gens qui essayent de frôler la mort, qui essaient de jouer avec les limites, etc. Tout ce qu'on le fait quand on arrive dans ces profondeurs là, c'est notamment dû à un entraînement drastique, une préparation, une adaptation, beaucoup de temps d'entraînement et on n'arrive pas dans ces profondeurs par hasard. C'est là-dessus que je voudrais insister parce qu'on me dit souvent encore ouais mais tu flirtes avec la mort, avec les limites, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Alors certes, ça peut paraître complètement dingue de plonger à ces profondeurs-là, mais moi ça fait des années que je pratique et ça a été une progression quasiment du mètre par mètre pour en arriver là. Voilà. Ensuite, moi je vois l'apnée en fait, le fait de descendre c'est pas un problème, tu vois, parce qu'en fait on a vraiment, moi je le vois vraiment de deux façons. La descente c'est vraiment lié à la relaxation, la compensation des oreilles, on se laisse aller, on se laisse descendre, il y a quasiment pas d'effort musculaire à fournir, donc la descente c'est vraiment lié à la relaxation. En revanche, la remontée, tu vois, on parlait de pression tout à l'heure, la pression qui nous fait descendre, qui nous fait couler, qui nous écrase, quand on remonte, et ben cette pression elle est toujours présente et si j'arrête de palmer, et ben j'ai mon corps qui coule, je redescends naturellement. Donc on doit faire face un petit peu à ça, la remontée, et on a du coup une préparation physique pour y faire face et pour s'extraire du fond. Donc voilà, ça passe par des séances de muscu, ça passe par du renfo, ça passe par beaucoup de choses et en plus de ça, on a ce qu'on appelle les phénomènes de narcose, donc l'ivresse des profondeurs. En fonction un petit peu de la profondeur où on va, ça va être plus ou moins important et en fait la narcose, juste pour expliquer brièvement, c'est un état qu'on obtient avec la pression. C'est le corps sous pression développe de l'azote et cet azote sous pression vient faire un petit peu un phénomène d'hallucination, perte de sens, perte de temps, perte de repères, et on peut voir des choses, entendre des voix, ça peut être très particulier. Donc ça c'est pareil. C'est les fameuses sirènes dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tu peux voir des sirènes. Moi souvent je vois des gens, la dernière personne que j'ai vue à la surface, en fait, je la vois dans mes narcoses et je l'entends aussi. Donc voilà. Mais la narcose, elle va être influencée aussi par ton état psychologique à la surface. Donc c'est-à-dire que moi je descends pas si à la surface je suis pas bien dans mes baskets, et je descends pas en profondeur pour chercher des réponses à ma vie en surface. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il faut vraiment être au clair avec soi-même pour aller à ces profondeurs-là, et c'est vraiment l'état psychologique va influencer sur ce phénomène physiologique. Donc ça c'est vraiment super important à prendre en compte, et je l'ai déjà expérimenté des fois où tu sais, t'es un peu fatigué, t'es un petit peu surmené, tu t'es pas bien hydraté, etc. Ben ça va influencer sur ta narcose.
Et s'il y a un truc qui pourrait me faire peur avant de plonger, ce serait pas en bas, ce serait plus ma condition à la remontée, donc la capacité à être lucide. À la remontée, nous, notre plus gros risque en tant qu'apnéiste, c'est la syncope. Donc la syncope, c'est lié en fait à un taux d'oxygène qui est tombé très très bas dans le corps, dans le sang. Et ça, c'est un phénomène qui nous fait perdre connaissance pour protéger en fait les dernières gouttes d'oxygène, si tu veux, pour préserver l'organisme. Et ça, malheureusement, quand ça arrive, ça te disqualifie, ça ne valide pas ta performance. Et puis quand t'as expérimenté une syncope, bon voilà, forcément après tu te sens pas très bien. C'est quelque chose vraiment qu'on essaie d'éviter, même si ça fait aussi partie du parcours. Quand t'arrives à ces profondeurs-là, forcément tu flirtes un petit peu avec des limites et des fois t'es vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je cherche à avoir. Au contraire, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Donc par exemple pour les compétitions, je vais faire des annonces un petit peu en dessous de ce que j'ai réalisé à l'entraînement, parce que on sait qu'il y a l'effet du stress qui va te faire consommer plus au niveau de la régulation, au niveau du système nerveux, etc. Ça a un gros impact. Donc il faut arriver à être conscient de tout ça et se connaître. Voilà. Petite réaction justement quand tu disais au début de la réponse que tu t'es pas quelqu'un qui flirte avec la mort et notamment ni toi ni les autres apnéistes d'ailleurs, ça se ressent aussi quand justement vous annoncez la profondeur à laquelle vous avez l'intention d'aller. Comme tu le dis, c'est pas je descends puis je verrai bien en bas et puis quand je me sentirai plus bien je remonterai. Non, c'est avant de descendre, quelques heures, quelques jours avant de descendre, tu annonces à quelle profondeur tu vas descendre. Et le fil, il s'arrête, il descend encore, mais en tout cas, il y a un apnéiste de sécurité qui est là, pas un apnéiste, un plongeur de sécurité avec des bouteilles, lui, qui est là pour arrêter le plongeur si jamais il va aller plus loin. Non, en fait, c'est ce que tu voyais dans le Grand Bleu, mais ça a bien changé depuis le temps. Donc, effectivement, le câble est réglé à la profondeur à laquelle tu annonces ta profondeur. Donc moi, dans mon cas, ce serait la plongée la plus profonde de cette année, c'était 110 mètres au championnat du monde. J'ai annoncé 110 mètres, la corde en bas, elle s'arrête à 110 mètres, elle va pas plus loin. Et il n'y a pas de plongeur de sécurité en bas, ça n'existe plus. Maintenant, la sécurité, elle est uniquement à la remontée, donc dans la partie la plus critique, c'est les 20-30 derniers mètres, et c'est là qu'ils nous rejoignent, et ce sont aussi des apnéistes qui viennent nous retrouver. Donc il y a plus du tout de plongeurs bouteilles en bas, et de toute manière à ces profondeurs-là, il pourrait pas nous remonter d'urgence, et le plongeur lui il peut pas remonter comme ça. Par contre, de toute façon, il peut pas y rester des heures non plus. Enfin, quel que soit le mélange que tu mets à 110 mètres de fond, il reste une minute. La logistique serait trop importante. Par contre, on me dit toujours, mais en bas, t'es tout seul, et qu'est-ce qui se passe si t'as un truc en bas? Donc, déjà faut savoir que en bas, il se passe quasiment jamais, il y a jamais d'accident en bas. C'est très 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 rare. Moi, à ma connaissance, je connais peut-être une fois ou deux fois, il y a eu un problème en bas, mais sur des milliers et des milliers et des milliers de plongées. Donc, et si jamais ça se produit, on est toujours amarré en fait le long de cette corde. Et si jamais il y a un souci, en fait, on a un système de contrepoids sur le bateau qui nous fait remonter d'urgence, et de façon à ce que on remonte le plongeur si jamais il y a un problème. Et ça, on voit le plongeur qui évolue maintenant avec des sonars. Donc on voit vraiment une courbe qui descend et qui remonte. Et maintenant, même sur les grosses compétitions, on a ce qu'on appelle le dive eye, qui est un drone subaquatique qui nous filme en fait en bas. Pendant toute la plongée, on voit vraiment l'évolution du plongeur à ce moment-là. Voilà. Bon, j'invite les auditrices et les auditeurs, moi, même si j'avais encore des millions de questions à te poser sur la plongée, sur l'apnée en elle-même, mais on les invite éventuellement soit déjà à te contacter, mais ça on en parlera à la fin de l'épisode, mais aussi à regarder un petit peu tout ce qui se fait, tout ce que tu peux faire, tous les partages que tu peux faire sur les réseaux pour en savoir encore plus sur ton sport. Moi, je voulais revenir sur l'aspect, justement, et qui est l'essence même de ce podcast, financement de ta carrière. Tu nous as dit qu'une fois que tu as fini les sapeurs-pompiers de Paris, tu as tout plaqué pour aller faire de l'apnée. Au fur et à mesure où tu as passé tes niveaux, où tu es devenu instructeur,
l'appel de la compétition a été plus fort. Donc, tu as commencé la compète à quoi 26, 27 ans? J'avais 27, 28 ans. Ouais. Une petite, un petit peu avant mes 30 ans. Ouais. Voilà, donc, ce qui est un peu le contre-pied du sport de haut niveau, de pas mal d'autres sports. Il y a des sports, on commence le haut niveau, je prends la gym à 13, 14 ans. Ouais. Toi, tu as commencé au double de cet âge-là. Tu as commencé un petit peu avant tes 30 ans. Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu finances ta carrière, surtout que t'as pas de track record, t'as pas forcément de légitimité dans le monde des apnéistes. Je me souviens, on avait déjà enregistré un podcast qui n'est plus en ligne, mais ça devait être en 2015 ou 2016, tu descendais à 70 mètres, depuis t'as gagné quelques dizaines de mètres. Ouais. Comment est-ce qu'on se fait connaître? Comment est-ce qu'on finance sa carrière à ce moment-là? Bah, effectivement, quand t'es pas connu, quand t'as aucune légitimité, quand t'as fait aucun record, aucune médaille, pour trouver des sponsors, c'est très compliqué. Donc, et même encore aujourd'hui où je commence à avoir un petit palmarès, même au niveau classement mondial, ça commence à devenir vraiment sérieux. C'est toujours quasiment autant la galère que quand je descendais à 70 mètres, si tu veux. Ça a pas changé grand-chose. Moi, j'ai toujours en fait mené une espèce de double vie entre guillemets entre le côté sportif d'un moment de l'année et le côté où je vais travailler. Donc aux Philippines, je travaillais en tant qu'instructeur et après quand je revenais en France en fait la moitié de l'année et là j'étais sauveteur sur les plages du sud-ouest de la France. Donc il y a toujours eu un double projet en fait, le projet apnée pure, apnée vivre de son sport. Pour l'instant, ça reste encore du domaine du rêve, même si j'aimerais que ça devienne réalité. C'est pour l'instant pas possible parce que j'ai pas de partenaire qui me permettent d'en vivre. Du coup, il faut que je fasse un petit peu comme tout le monde, faut que je travaille, mais voilà, tout en gérant aussi ma carrière de sportif de haut niveau en parallèle. Et c'est ça qui est très difficile. L'année dernière, si tu veux, j'ai fait un peu le pari de prendre une année sabbatique pour vraiment me concentrer à 100% sur mon sport, donc sur mon entraînement, sur le développement de la communication, sur les réseaux sociaux, sur toute la partie aussi média. Donc ça prend énormément de temps et quand t'es pas connu, il faut faire des choses pour qu'on te connaisse. Donc je me suis dit je vais m'entraîner comme un dingue pour aller péter des scores, aller chercher des médailles et un petit peu augmenter ma notoriété. Ça a fonctionné dans un sens puisque je suis devenu champion de France et je me classe 6e au championnat du monde cette année. Donc c'est des super résultats avec un nouveau record personnel à 111 mètres de profondeur à l'entraînement. Donc ça commence à devenir du très 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 sérieux. Mais pour autant je suis pas professionnel. Donc voilà, j'ai toujours un métier à côté. Donc je suis maître nageur maintenant et je commence aussi à faire des conférences en entreprise où je partage un petit peu mon expérience du sport de haut niveau et des compétences surtout que j'ai acquises au cours de ces dernières années, notamment en termes de préparation mentale, en termes de gestion du stress, gestion des émotions dans un environnement qui peut être ultra stressant et ça c'est des choses qui intéressent de plus en plus les entreprises parce qu'ils se rendent compte que les capacités des athlètes en fait peuvent servir dans le domaine professionnel et peuvent servir aux collaborateurs. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis en train de développer. Je travaille aussi, je vais aussi travailler avec des pompiers. Donc c'est un petit peu la boucle qui se boucle. C'est on m'a sollicité pour faire de la préparation mentale au niveau opérationnel pour un SDIS en fait pour des pompiers. Donc je trouve l'histoire assez sympa et assez belle. Ouais, la boucle est bouclée, enfin j'espère pas qu'elle soit déjà bouclée. Tu n'as que 36 ans, tu as encore plein de choses à faire et puis l'apnée ça reste quand même un des rares sports où on vieillit bien et on fait encore des très beaux résultats, des très beaux records quand on avance dans le temps. Ouais, bien sûr. Et dans l'âge.
Ah ouais, non, mais c'est super. Tu vois, tu disais tout à l'heure, j'ai commencé tard, peut-être à l'âge où certains finissent leur carrière, et moi c'était le début. Donc là, j'ai 36 ans et je suis encore et je sens que j'ai encore des capacités, je sens que je progresse encore, et même j'ai des amis qui ont 50, 55 ans et qui descendent encore à des profondeurs, t'as même pas idée quoi. Donc c'est un sport qui est vraiment super à beaucoup de points de vue, et que tu peux pratiquer vraiment. Enfin, il y a presque pas d'âge quoi. C'est vraiment un super sport parce que ça t'apporte énormément de choses sur le plan personnel, sur le plan des capacités humaines. Il y a plein de choses à en tirer sur le bien-être, la gestion de la respiration. Et enfin, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais c'est voilà, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est un sport qui, selon moi, devrait être un peu plus connu. Ouais. Qui n'est pour l'instant pas un sport olympique, mais non. Est-ce que tu crois qu'un jour ça pourrait l'être? Est-ce que c'est assez spectaculaire pour que ça devienne un sport olympique? Oui, je pense qu'en termes de spectaculaire, ça, il y a pas de doute. Je crois qu'on était à l'étude justement ces dernières années pour passer sport olympique. C'est pas encore le cas, ça prend beaucoup de temps. Après, il y a aussi l'envers du décor des Jeux olympiques, hein, où qu'on sait pas forcément, mais un sport pour qu'il devienne un sport olympique, il faut qu'il y ait une certaine audience, il faut que ça rapporte un petit peu d'argent, il faut qu'il y ait un nombre de licenciés inscrits qui soit important. Enfin, il y a tout un tas de critères qui sont au-delà de est-ce que c'est un beau sport ou c'est pas un beau sport quoi. Et il y a tout un enjeu économique, politique derrière qui est pas forcément mis en lumière, mais c'est voilà, c'est un peu le cas quoi. En attendant, nous on se réjouit de continuer à voir des belles plongées, des beaux résultats. On l'aura compris, toi tu vas encore plonger pendant très longtemps. D'ailleurs, j'avais une question toute bête, mais je me demande si, de la même manière que pour certains sports, notamment la course à pied, pour les femmes qui sont enceintes, est-ce que l'apnée a certaines vertus? Alors je prétends pas que les femmes enceintes continuent à plonger à des profondeurs abyssales jusqu'à 8-9 mois de grossesse, mais en tout cas dans le monde du sport, il est souvent connu que les femmes enceintes qui courent peuvent continuer à courir quasiment jusqu'à l'accouchement. Alors pour l'apnée, et notamment pour l'apnée en profondeur, c'est pas du tout conseillé par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, par rapport aux effets de pression, etc. Je sais pas jusqu'à quel moment une femme enceinte pourrait plonger, mais je pense que c'est pas forcément conseillé. En revanche, il y a toute la partie respiratoire de l'apnée qui est très intéressante et que la femme enceinte peut en tirer de nombreux bénéfices, comme tout à chacun d'ailleurs, hein. C'est pas forcément les femmes enceintes, mais on sait que le travail respiratoire pour l'accouchement est très important, et c'est une des clés de l'apnée, hein. On est avant tout des experts en respiration. Avant de retenir notre souffle, on apprend à le contrôler et à l'apprivoiser. Donc effectivement, je pense que une femme enceinte pourrait en tirer des bénéfices à travailler avec un apnéiste. Ouais, pas que les femmes enceintes, hein. Respirez, monsieur, respirez, le bébé arrive. Donc les hommes aussi. Aussi, ouais. Ouais. Enfin, les hommes. Les plus un, parce que ça peut aussi bien être les hommes que les épouses des femmes qui assistent à l'accouchement. Écoute, Mathieu, c'était super intéressant, cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voyais absolument nécessaires qu'on échange aujourd'hui pour donner encore plus envie à nos auditrices et à nos auditeurs, soit déjà de pratiquer, mais aussi de te soutenir dans ta quête vers non pas les plus hauts records, mais les plus profonds records? Ouais, c'est ça, les plus profonds, la quête des profondeurs. Non, écoute, moi c'était un grand plaisir. Si les gens ont des questions, je serais ravi d'y répondre. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi ma page Instagram sur laquelle je suis assez présent. J'organise aussi des stages d'apnée au cours de l'année. On peut me retrouver à différents endroits, principalement à Lanzarote, aux Canaries. Donc voilà, si jamais ça vous tente d'essayer l'apnée, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Ouais, et on met tous les liens dans les notes de l'épisode, et puis sur le petit site qu'on va faire pour toi, marayo.vestiaire.org, mais ça aussi, ce sera rappelé dans les notes de l'épisode. Mathieu, merci Super. beaucoup pour ton temps, merci pour cet échange, merci de nous avoir fait rêver et puis nous avoir mis à l'eau. D'ailleurs, je vais y aller, là, je vais aller mettre les pieds dans l'eau et puis je vais essayer de nager un peu à défaut de plonger, parce que à Castres, là où je suis, il n'y a pas vraiment de grosse profondeur. Ouais, je te rassure, chez moi non plus, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a quelques fosses
en région parisienne. Ouais. Mais voilà, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements et c'est aussi pour ça que c'est difficile parce que vers chez moi, c'est compliqué. Bah écoute, on te souhaite bonne continuation et puis Yes. on suivra tout ça et on se fera un plaisir de relayer les prochaines plongées. Un grand merci à toi, Mano. À bientôt. Ciao. Ciao. Chaque athlète a une histoire unique, tout comme Mathieu Maraillot. Si son parcours vous a inspiré, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Découvrez-en davantage sur Mathieu et soutenez-le dans son défi en visitant vestiaire.org/Mathieu. Chaque euro compte et 100% de vos dons vont directement à l'athlète. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Le meilleur moyen, c'est encore de partager leur histoire, de les aider à briller sur la scène mondiale. Allez, faites partie de cette belle aventure sportive et philanthropique. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Salut les sportifs!